Bonjour, donc nous sommes à l'AHA et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le professeur Nicolas Danchamp. Merci Nicolas de m'accorder ce temps. Bonjour. Alors Nicolas, on te connaît bien pour ton registre FASTMI et là à l'AHA tu as présenté deux données de ce registre FASTMI chez les sujets âgés. Oui. Donc tu m'as dit, vous êtes intéressé notamment à l'effet des statines. Oui, alors l'idée c'était que finalement on a peu de données sur les statines en post-infarctus et même d'ailleurs d'une manière générale dans les populations vraiment âgées. Quand on regarde les méta-analyses qui ont été faites à partir des grands essais randomisés, ce qui est défini comme les populations âgées, c'est souvent les populations de plus de 65 ans, parfois autour de 75 ans, mais bref, ça ne va pas très haut, quoi, parce que tout simplement, il y avait peu de ces patients inclus dans les études randomisées, même souvent pas du tout, parce qu'il y avait parfois des limites d'âge. Et donc, c'est intéressant, je pense, de regarder à partir des données de vie réelle ce qu'on peut tirer de ces données. Donc, en fait, ce qu'on a pris, c'est que pour les lipides, on a pris les 3 cohortes FASTMI, 2005, 2010, 2015, qui étaient donc que des patients admis pour un infarctus du myocarde récent, STEMI ou non STEMI, et on a regardé le traitement à la sortie, et en fonction du traitement à la sortie, quelle était la mortalité au bout de 5 ans. Et l'idée que j'avais, c'était de me dire, est-ce qu'on est bien certain que chez ces patients de plus de 80 ans qui font un infarctus, dont la mortalité à moyen terme est quand même très élevée par rapport aux plus jeunes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les traiter par statine et surtout par forte dose de statine, puisque une des particularités de FASTMI, c'est qu'on a les doses des médicaments qui sont utilisés. Et donc, alors, on a regardé ça. Première chose qu'on a vue, c'est qu'il y a eu un très grand changement des pratiques entre 2005 et 2010, puisque en 2005, il y avait encore 29% des patients qui ne recevaient pas du tout de statine à la sortie de l'hôpital. Je parle des plus de 80 ans, hein, bien sûr, 85 ans d'âge moyen, donc 29%. Et à partir de 2010, et ça bouge pratiquement pas entre 2010 et 2015, il n'y a plus que la moitié des patients, c'est-à-dire 14%, qui ne reçoivent pas du tout de statine. Et puis en parallèle, le traitement par les fortes doses de statine, qu'on avait défini par 40 mg d'atorvastatine ou plus, ou l'équivalent en rosuvastatine, ou bien une association statine et zétimib, cette proportion a énormément augmenté et passe à 55% environ à partir de 2010, alors qu'elle était très très faible en 2005. Donc, ça nous a permis d'avoir des données comparatives. Donc ce qu'on constate, c'est que les personnes à qui on donne des statines à forte dose, globalement, sont moins à risque que les personnes à qui on va donner pas du tout de statine ou des statines à dose conventionnelle. La population est un peu plus jeune, d'à peu près 2 ans, et 2 ans de différence d'âge moyen quand tu as plus de 80 ans, ben ça fait évidemment une différence en termes de pronostic, mais avec les techniques d'analyse statistique multivariée, on a la possibilité d'ajuster là-dessus, et on peut utiliser aussi ce qu'on a fait là, ce qu'on appelle des scores de propension, c'est-à-dire qu'on essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt donner une forte dose ou pas du tout, ou une faible dose de statine, et ça permet d'ajuster les résultats. Et ce qu'on a constaté, c'est que même dans cette population très âgée, le fait de donner des fortes doses de statine est associé à un pronostic nettement meilleur à 5 ans. Donc en fait, une amélioration de l'espérance de vie, la réduction de la mortalité à 5 ans est de l'ordre de 20% à peu près, avec les fortes doses par rapport à l'absence totale de statine. Et les doses conventionnelles, elles ont un résultat intermédiaire, mais quand même faible globalement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que dans cette population aussi, il faut y aller vraiment au début. Est-ce qu'après, on a quelques données sur le maintien du traitement à long terme, et en gros, ce qu'on a vu, c'est que dans la première ordonnance, autour de 1 an de suivi, à peu près 75% des patients qui avaient des fortes doses à la sortie sont toujours avec des fortes doses au bout d'1 an. Donc c'est pas mal. Donc voilà ces données. Donc en gros, l'idée c'est de dire, ben, c'est pas parce que les gens sont âgés qu'il faut les priver d'un traitement qui est le traitement recommandé en l'occurrence. On a fait quelques analyses de sous-groupes aussi, notamment sur le sexe, l'âge, le fait d'avoir une angioplastie ou non, et les résultats sont globalement assez concordants dans tous les sous-groupes.
C'est très intéressant parce que comme on n'aura pas les essais randomisés, ce genre d'étude va venir impacter la pratique de dire il faut quand même y aller, il faut leur proposer. Oui, c'est assez. J'avoue que je partais un peu avec l'idée inverse au départ. Et comme assez souvent, finalement, on arrive à des résultats qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Et le deuxième travail, c'est cette fois-ci toujours la population, la même population âgée, post-infarctus, mais vous êtes intéressé aux antiplaquettaires. Oui, alors là on n'a pris que l'accord de 2015, j'ai fait une comparaison, j'ai laissé de côté le prasugrel puisqu'il y a des précautions d'emploi, voire même des contre-indications chez les personnes âgées, et donc j'ai comparé ticagrelor et clopidogrel dans cette population. Alors c'est un peu compliqué parce que ça dépend du moment où on regarde les traitements. Donc j'ai fait l'essentiel de l'analyse sur les traitements donnés dès le début. Et là, quand on compare les gens qui, dans les premières 48 heures, ont reçu du ticagrelor par rapport à ceux qui ont reçu du clopidogrel, eh bien, il n'y a pas de différence de mortalité à 5 ans. Il n'y a aucune différence à 1 an. Et il y a une petite tendance en faveur du ticagrelor sur le long terme qui ne s'explique pas tellement bien parce que le ticagrelor, en principe, il est arrêté, surtout chez les personnes âgées, il est arrêté au bout d'1 an. Donc pas de différence significative. Sur les événements cardiovasculaires, la survie sans événements cardiovasculaires, il n'y a pas de différence non plus. On avait là un suivi à 3 ans. Et puis j'ai regardé aussi les gens en fonction du traitement à la sortie, donc en excluant les gens par définition morts à l'hôpital. Et là encore, il n'y a pas de différence selon que les gens à la sortie reçoivent du clopidogrel ou du ticagrelor. Là encore, comme pour les lipides, les gens qui ont le ticagrelor sont des populations qui ont un bien meilleur pronostic à la base. Donc, une fois qu'on a ajusté sur ces différences de population, eh bien, on ne trouve plus de différence sur la survie. Donc, ce n'est pas vraiment une preuve. Dans l'essai Plateau, quand on regardait, il y avait des patients âgés dans Plateau, pas un très très grand nombre, mais il y avait une population âgée qui n'était pas non plus négligeable. L'effet favorable du ticagrelor par rapport au clopidogrel était maintenu, quelle que soit la classe d'âge. Là, a priori, ce n'est pas ce qu'on trouve, en tout cas sur la mortalité globale, mais aussi sur la survie sans événement. Ils étaient arrêtés à 1 an dans la majorité des cas quand même ? La plupart, oui. Oui, c'est ça. Bon, plutôt... bon, ça donne des éléments, c'est-à-dire en gros, ça, dans ce cas-là, si vous faites du clopidogrel, ça va vous rassurer que ce que vous faites n'est pas mauvais. Voilà, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, voilà. Merci Nicolas. Mais je t'en prie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.